Au Nigeria, l'armée a annoncé avoir libéré 170 otages de Boko Haram. C'était au cours d'une opération militaire dans laquelle un commandant du groupe a été capturé. En Égypte, le président amende la loi électorale pour les législatives. La commission électorale pourra fixer la date du scrutin. L'ONU veut éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde. Dans ce cadre, a été mis au point un plan d'action pour la planète d'ici à 2030. Bonjour chez vous. L'armée du Nigeria a annoncé dimanche soir avoir libéré 178 otages de Boko Haram, dont 101 enfants, et avoir capturé un commandant du groupe islamiste au cours d'une opération militaire. Déjà dans la journée de dimanche, l'armée nigériane a aussi déclaré avoir mené des frappes aériennes sur le village de Bita, non loin de la forêt de Sambisa, où Boko Haram s'apprêtait à lancer une offensive. De nombreux islamistes ont été tués, c'est ce qu'a précisé l'armée, sans plus de détails. Les attaques islamistes se sont, elles, poursuivies le week-end dans l'état de Borno. 13 personnes ont été abattues dans la nuit de samedi à dimanche à Malari, un village proche de Kondouga. Nous poursuivons donc ce journal. Nous nous rendons à présent au Mali pour dire que 2 soldats ont été tués samedi et 4 autres blessés dans une embuscade d'hommes armés dans le centre du pays vers Nampala, près de la frontière mauritanienne. Selon un communiqué du gouvernement, des poursuites ont aussitôt été engagées et du matériel d'armement léger a été donc récupéré d'après le gouvernement, sans fournir d'indications sur l'identité des assaillants, leur nombre, leur provenance et leur éventuelle zone de repli. L'armée malienne dispose d'une garnison à Nampala, prise pour cible en janvier par des combattants djihadistes qui y ont fait plus de 10 morts parmi les militaires. Cet assaut avait été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique via l'agence de presse privée mauritanienne. Et voilà, au Burundi, il faut dire que des sources officielles ont annoncé la mort du général Adolphe Nshimirimana, bras droit du président burundais Pierre Nkurunziza et chef de la sécurité intérieure. Il a été tué dans la matinée de dimanche à Bujumbura dans une attaque à la roquette. Les détails. Connu pour son rôle dans l'échec de la tentative de coup d'État menée contre Nkurunziza, le général était considéré comme le numéro 2 du pouvoir en place. C'est dans la capitale, à Bujumbura, que le chef de la sécurité intérieure et ses gardes du corps ont été abattus. Son véhicule a été touché par 2 roquettes, puis arrosé à l'arme automatique. Le décès de l'ancien chef d'état-major survient seulement une semaine après la proclamation de la victoire à la présidentielle de Pierre Nkurunziza, réélu pour un 3e mandat à la tête du pays. Après l'attaque, 7 personnes ont déjà fait l'objet d'interpellations par la police. L'assassinat de l'officier supérieur pourrait bien relancer les violences entre le camp de l'opposition et celui du gouvernement qui considérait l'homme comme une pièce maîtresse dans l'appareil sécuritaire de Pierre Nkurunziza. En RDC, les parlementaires ont clôturé dimanche à Kinshasa une session extraordinaire sans un accord entre les 2 chambres sur un projet de loi électoral. Le blocage du dit projet de loi pourrait rendre hypothétique la tenue en octobre des élections locales. Notons que l'Assemblée nationale avait adopté ce projet de loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales et locales le 25 juillet dernier, mais il avait été rejeté vendredi par le Sénat qu'il a estimé inconstitutionnel. Au Kenya, la corruption échappe désormais à tout contrôle. C'est ce dont avertit le militant anticorruption et lanceur d'alerte John Gitongo. Le militant dénonce l'administration la plus rapace qu'ait jamais connue le pays. Le gouvernement a beau affirmer qu'il lutte contre la corruption. Le président a beau s'être souvent exprimé contre ce fléau économique.
John Gitongo, dénonce des paroles en l'air. Il juge que la corruption au Kenya s'est intensifiée et étendue depuis l'arrivée au pouvoir du président Uhuru Kenyatta en 2013. Pour étayer sa conviction, il évoque toute la série de scandales révélés par les médias sur des affaires de marché public ou de foncier. L'arnaque numéro 1 au menu kényan de la corruption. Le président américain Barack Obama, lors de sa visite au Kenya, n'a pas hésité à fustiger le cancer de la corruption qui gangrène le pays. Quelques jours avant, un rapport officiel avait fait mouche car il jetait une lumière crue sur l'ampleur du problème. À peine 1% des dépenses du gouvernement répondent aux règles comptables, à en croire le vérificateur général du Kenya, Edward Uko. Vous savez, en regardant le rapport du vérificateur général, il est clair que nous avons atteint un pillage d'une telle ampleur qu'il surpasse tout ce que nous avons pu connaître dans l'histoire du Kenya. Il y a aujourd'hui urgence et une grande motivation pour mobiliser d'importants moyens lors des prochaines élections. Devant un tel constat, dans un environnement permissif, allié à un gouvernement qui n'a aucune stratégie contre la corruption, et le fait que les élections approchent, la corruption au Kenya ne peut qu'empirer. Par exemple, dans l'indice de perception de la corruption 2014 de l'ONG Transparency International, le Kenya est classé 145e sur 174 pays. En 2013, il pointait à la 136e place. Actuellement, le projet de construction par les Chinois de la ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi est vêtu de soupçons de pots de vin. Une commission parlementaire a alors exigé l'annulation de ce marché d'un montant de 12,4 milliards d'euros. Face à l'ampleur du problème, Gitongo, en 20 ans de militantisme, dit n'avoir rien vu de comparable. En 2002, il avait été nommé au poste de star anticorruption par le président d'alors, Moi Kibaki, mais 3 années plus tard, il avait dû quitter le pays pour échapper à la mort après avoir découvert une arnaque de 700 millions d'euros dans un marché public truqué, celui d'Anglo-Lizzen dans le secteur de la sécurité. Le président égyptien a amendé la loi électorale régulant les élections législatives, ouvrant ainsi la voie à la commission électorale pour fixer la date du scrutin pour les législatives. L'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi, qui a destitué l'islamiste Mohamed Morsi en 2013, avait promis que le scrutin aurait lieu avant la fin de l'année 2015, mais les législatives initialement prévues entre le 21 mars et le 7 mai avait été retardée après que la Cour de cassation a jugé anticonstitutionnelles certaines dispositions de la loi électorale, notamment sur le découpage des circonscriptions. Après les amendements, le nouveau Parlement comptera 568 députés, dont 448 élus au scrutin uni nominal et 120 élus au scrutin de liste, selon le texte du décret publié dans le journal officiel et communiqué à la presse dimanche dernier. Parlons à présent planète, environnement. Les pays membres de l'ONU ont mis dimanche la dernière mai un plan d'action. Celui-ci vise à éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde d'ici à 2030, tout en maîtrisant le réchauffement climatique. À l'issue d'une semaine de négociations intenses au siège de l'ONU à New York, experts et diplomates de 193 pays membres ont adopté un projet d'une trentaine de pages intitulé « Transformer notre monde, programme de développement durable d'ici à 2030 ». Cet ambitieux programme sera donc soumis pour adoption formelle aux chefs d'État et de gouvernement de la planète les 26 et 27 septembre à New York, en marge de la session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU. Et c'est avec cette information que nous prenons attache avec la revue de presse, mais juste après ceci. L'actualité sur le continent vue par les journaux et les sites d'information reste fortement marquée par des notes funestes. Et nous démarrons par le Burundi avec Joël Yetonji déjà dans ce studio. Joël, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous.
Oui, vous l'avez dit, Africa Time nous amène au Burundi. Le bras droit du président Nkurunziza est assassiné. L'homme n'est plus. Arrive donne la parole à Pierre Nkurunziza qui donne une semaine pour identifier les insensés du général Nzimirimana. C'est du bluff, s'écrit le Dielicom. Le verre est dans le fruit. Qui veut tromper qui? Congo Time y voit plutôt un crime d'État pour étouffer une affaire pendante. Guinée-Conakry invite à savoir lire au-delà de la mort du général Adolphe Nshimirimana. Et en Centrafrique, les armes ont crépité dans la journée hier. Tout à fait. Et c'est à Bangui qui rapporte la nouvelle. C'est la MINUSCA qui a été la cible au cours des échanges de tirs à Bangui. Oubi rapporte ces attaques ont fait un tué dans le rang des casques bleus. Et au Mali, il y a également des notes funestes. 2 soldats maliens ont été pris dans une embuscade. C'était ça. Mali Atu nous rapporte que l'incident est survenu près de la frontière mauritanienne. Au-delà de l'embuscade, il y a eu 2 soldats maliens tués. Malijet confirme, outre les 2 morts, il est à dénombrer aussi 4 blessés mais légers. Et au Bénin, l'affaire PPEAD encore au devant de la scène. C'était ça. La Nouvelle Tribune revient sur cette affaire, nous parle de l'immunité de Barthélémy Cassa. L'Assemblée émet des réserves. Outre les réserves, le confrère de la matinée souligne qu'il y a déjà de concertation du bureau de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents après la saisine du gouvernement. Le matinal sur le même sujet. Le bureau du Parlement met déjà sur pied une commission spéciale chargée d'enclencher la procédure de levée d'immunité parlementaire de l'ancien ministre, actuellement député Barthélémy Cassa. Et à Madagascar, les résultats provisoires des municipales et communales ont fait connaître. Tout à fait, et c'est officiel, la grande dame est enfin le maire Ousenia Rutine qui rapporte la nouvelle. Lalao Ravalomanana gagne la mairie d'Antananarivo. Madagascar Tribune avec cette interrogation qui se demande si elle saura être mère sans le père. Allusion faite à son époux Marc Ravalomanana qui dans les coulisses tirerait les ficelles. L'Express Mada, elle, annonce une cohabitation difficile en vue à Antananarivo dans le cadre de la gouvernance communale concertée. Et si vous le permettez, Joël Yetonji, c'est quoi votre lecture de l'assassinat du bras droit de Pierre Nkurunziza? Une lecture assez complexe. Mais ce qui est sûr, cet assassinat aura des conséquences qui peuvent être très lourdes pour le Burundi. Déjà, on annonce cette arrestation. Le président lui-même annonce une semaine pour mettre la main sur les coupables. Vous avez suivi aussi les confrères à travers cette revue. Chacun y va de son commentaire. Crime d'État, suspicion. De quoi s'agit-il? Vous voyez, assez complexe à détecter. Mais ça fait aussi un rebondissement dans les violences que le Burundi a commencé à connaître déjà avant ces élections-là. Tout à fait. On peut retrouver le Burundi plongé une fois encore dans un bain de sang, comme il y a une main tendue quand même, qui n'est pas à ignorer non plus l'opposition reconstituée aujourd'hui, qui demande à aller autour de la table de négociation. Donc si Pierre Nkurunziza y allait, peut-être que ça va aussi changer la donne. Mais ce qui est sûr, il y a de quoi être inquiet pour le Burundi. Merci à vous, Joël Yetonji. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur SICA. Au revoir.